Il y a environ 3,5 milliards. Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui vise à démontrer que l'humanité, dans sa totalité, évolue vers son ultime perfection. À force de le dire, ça fait 25 ans maintenant que je rabâche cette phrase. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Je pense que l'humanité, elle va finir par en tenir compte. Et on va entendre un peu partout, il paraît que l'humanité va vers sa perfection. Et si on réfléchissait à la destinée de l'humanité, et si on commençait à se poser cette question? Voilà, enfin en tout cas, on voit que les choses arrivent que quand elles doivent arriver. Et c'est comme cette vision en somme, hein, qui n'est pas qui a déjà traversé le temps. Les religions ont déjà pensé un monde qui va vers son ultime perfection. Ben, c'est le cas par exemple des religions monothéistes, pour qui l'humanité va vers une sorte de paradis, vers l'apocalypse. C'est l'imposition du royaume de Dieu, donc de l'amour, sur terre. Et les religions cycliques, comme celle de l'Asie, donc le bouddhisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le zen, etc. Et c'est étonnant parce qu'on retrouve un peu la même structure de l'autre côté en somme. D'un côté, il y a le judaïsme, le christianisme et l'islam, et on peut les considérer comme étant la mère et puis ses deux filles, une fille aînée et une fille cadette. Et de l'autre côté, ben, on peut imaginer à peu près la même structure. L'hindouisme, c'est la mère, le bouddhisme, c'est la fille aînée, et puis le zen, la fille cadette, ou le taoïsme. Bon, bref, voilà, on peut voir ce type de structure. Tiens, j'ai appris que l'annulaire, c'était parce qu'il pouvait rentrer dans l'oreille. C'est pour ça qu'on a appelé ce petit doigt l'annulaire. Bref, c'est marrant hein, quand même. La créativité humaine et l'art de l'humanité, la puissance de l'humanité, parce qu'on pourrait croire qu'elle est désordonnée, et en fait il y a une sorte d'ordre établi qui règne en dessous. On le voit, on est toujours à la limite de la destruction. On pourrait aller jusqu'à ce degré-là. On flirte pas loin de l'extinction, etc. Et puis pourtant, eh bien, il y a une sorte de sagesse qui est là-dessous. Là, on voit, il y a une guerre, ça progresse évidemment, les armes se sophistiquent, mais il y a la possibilité d'utiliser la bombe atomique, d'aller vers une destruction, etc. Et il y a quelque chose qui régule un peu tout ça, bizarrement, et qui fait que, eh bien, au final, il y a vraiment une sorte de sagesse sous-jacente qui passe dans l'humanité. On pourrait faire n'importe quoi avec les gènes. Alors, il y a certainement ponctuellement des choses négatives qui se passent, mais globalement, il y a une sorte de morale. L'humanité, et même quand elle perd la foi, l'humanité garde la morale, garde l'éthique, garde tout ça au fond d'elle-même pour pouvoir
bizarre, il y a un bruit sous la voiture qui me perturbe. Et ben on regardera ça en arrivant. Donc voilà, il y a cette chose. Et alors, pour continuer dans les curiosités de l'évolution, ben, j'ai réfléchi sur en fait la mondialisation. Et avant la mondialisation, on pourrait dire le système de consommation. Le monde qui est tombé dans le système de consommation. C'est arrivé à partir des années 60. Et à partir de là, eh ben, il y a eu, on a commencé à consommer. Avant, un pantalon faisait quasiment toute une vie. Les chemises étaient reprisées. Il y avait, voilà, on était dans un système comme ça. Mais en même temps, tout le monde n'accédait pas aux chemises, aux pantalons, etc. Il y avait des gens qui étaient en guenilles, qui vivaient sans chaussures, qui vivaient, c'était il n'y a pas très longtemps. Dans les années 50 et avant, dans les années 30, il y avait tout un pan de l'humanité qui n'accédait pas, qui mourait de faim, qui mourait de froid, etc., etc., qui vivait dans des taudis. Et la consommation arrive et en fait ça libère cette chose-là, au moins en Occident au départ, c'est les 30 glorieuses, ben, ça a habillé tout le monde, ça a logé tout le monde parce que on a commencé à construire des appartements, des choses, bon bref, dans les années 70, 80, 30 ans après, on avait quasiment... il n'y avait plus personne qui ne pouvait pas accéder à l'habillement, à manger correctement à peu près. Il y avait plus vraiment de famine ou de choses comme ça. Et donc tout ça, on le doit à la consommation. Et même si elle a un côté négatif, elle avait ce côté positif. Et ça, c'est quand même incroyable. Et puis à la fin de ce modèle-là, où les hippies arrivent en disant bon, on est contre la consommation, on est contre, donc ils essayent de réguler le système. Il y a une autre éthique qui arrive et ils essayent de maîtriser un peu le système. Et puis le mouvement hippie se tue lui-même en fait, hein, par ses propres excès. Et puis arrive le néolibéralisme dans les années 80. Le capitalisme tout-puissant. Et ce capitalisme tout-puissant, eh bien, il va partir dans un délire de consommation, mais inouï, parce qu'il va créer la mondialisation. Donc, il va commencer, les industriels vont se délocaliser, vont aller chercher de la main-d'œuvre corvéable et pauvre dans les pays pauvres. Et en fait, ils vont reproduire, le patronat occidental va aller essayer de revivre ce que ses ancêtres avaient vécu au 19e siècle, c'est-à-dire des ouvriers qui étaient des esclaves, quoi. Hein. Et même s'ils apportent un petit plus quand même à la société quand ils vont en Inde ou au Bangladesh, ils sont un peu obligés de développer les acquis sociaux du pays, etc. Oui, ça se fait un peu, mais enfin, malgré tout, le départ, c'est vraiment pour retrouver des esclaves, carrément. Et en même temps, donc, ça fait évoluer les lois sociales de ces pays. Donc, il y a ce truc-là. Et puis, en même temps, ce système, le capitalisme, là, le marché prend le pouvoir, et il commence à diffuser sur toute la planète dans les années 80, 90, 2000, la mode à toute berzingue. Il faut changer de vêtements tous les 3 mois, tous les 4 mois. Il y a la mode d'hiver, la mode de printemps, la mode d'été, la mode... Et donc on rentre dans cette consommation à bloc et puis nos vêtements, on les porte à tel endroit au recyclage et ce recyclage...
les disperse sur toute la planète. Et en fait, on habille le monde, ce capitalisme finit par habiller le monde entier. On se retrouve avec des gens dans la cordillère des Andes ou en Afrique ou en Australie ou dans n'importe quel, en Chine, avec des t-shirts les mêmes qui ont été portés en Occident ou qu'on retrouve en Occident, etc. Et donc finalement ça habille le monde. Et en Chine, ils commencent à fabriquer des objets à profusion et qui répandent dans le monde entier. Des objets pour peler les légumes, pour faire la cuisine, etc., etc. Et en fait, cette profusion, évidemment, elle a un coût négatif, mais elle a un coût positif. Parce que elle sort l'humanité de ces choses. Alors, la finalité de ça sera que on va bientôt passer sur la fin de l'obsolescence programmée. Il faudra peut-être un siècle pour ça. Mais on va commencer à fabriquer, il y a un cheval blanc magnifique dans un pré. On va commencer à... Je ne sais pas quelle race. On va commencer à faire des objets durables. L'humanité va prendre conscience que le but, voilà, on va arriver à la fin de cette débauche. Ça va se faire doucement, parce qu'évidemment, le monde chinois qui produit, ou le monde indien qui produit, il ne peut pas s'arrêter d'un seul coup, ça serait une catastrophe. Donc, ça va y aller doucement, on va commencer par recycler les choses, par faire un système à peu près propre pour que... cette nature, il y a des faucons qui passent à côté de la voiture. Il doit y avoir plein de petits animaux dans ce pré, parce qu'il y a 5 ou 6 faucons. Et donc voilà, pour dire que en fait tout est parfait dans le meilleur des mondes. Mais évidemment, il faut voir le côté négatif. Et il faut contester, il faut qu'il y ait plein de gens qui s'opposent et qui disent il y en a marre du gaspillage, il y en a marre des objets, il y en a marre, etc., etc. Et tout ça, ça moralise, ça fait évoluer la conscience de l'humanité. Mais en même temps, si on regarde la complexité des choses, eh bien on voit que dessous il y a une raison sous-jacente qui irrigue l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Eh bien, c'est une étape où tout le monde a droit à être au minimum vital, être habillé, avoir les ustensiles qu'il faut pour correct pour vivre et pour pas qu'ils nous fassent du mal, c'est-à-dire passer de l'époque où c'était en plomb, on est passé à l'étain, après à à l'aluminium. On sait que c'est pas bon, maintenant voilà, on répand sur la planète de l'inox, des choses qui sont, etc., etc. Voilà. Donc tout ça, si on regarde bien la subtilité des choses, on voit que tout est véritablement parfait. Mais il faut préserver l'esprit critique et il faut critiquer le système pour lui dire améliore-toi, on ne veut plus d'obsolescence programmée, on ne veut plus se retrouver avec des poubelles. Mais quand on y réfléchit, on ne voit plus des décharges comme on voyait dans les années 70, où des gens allaient jeter leur vieux frigo, leurs vieux trucs, etc. C'était terrible.
Et là, c'est fini. On amène dans les déchetteries font du recyclage. Il y a tout un réseau qui est en train de se faire. Ce recyclage arrivera à 100%. On arrivera à vraiment faire du 100% recyclage. Donc, voilà. Alors, je suis parti de je sais plus quoi pour arriver à ça. Bon, eh ben, c'est parfait. Je vous remercie. Je suis un peu fatigué et donc et un peu euphorique en même temps parce que je respire un peu mieux. Donc dès que l'oxygène arrive à irriguer le cerveau, le cerveau il est vraiment paradoxal. C'est-à-dire que quand on est étouffé avec la BPCO, c'est un problème de pulmonaire, donc on a moins d'oxygène et le cerveau il envoie un sentiment d'anxiété, un peu d'angoisse parce qu'il s'étouffe. Donc il y a tout qui est vraiment, c'est une pure merveille en fait, parce que il va nous mettre au ralenti, il va nous fatiguer, il va nous réclamer de dormir et de récupérer, voilà. Donc tout est vraiment super bien organisé en fait. Et quand il récupère, eh ben, il envoie au cerveau, voilà, c'est ce que je veux. Et on n'y prend pas soin, hein, on les maltraite, nos organes. Hein. Voilà, quand je fumais, ben, je maltraitais, alors que ces poumons, c'est mes meilleurs amis. Mon cœur, c'est nos meilleurs amis. Ils travaillent même quand on dort, ils sont toujours là, c'est l'abnégation absolue, c'est le pur amour, quoi. Donc ils travaillent pour nous, ils font, c'est magnifique. Et quand on sait ça, on arrête de les maltraiter. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, parce que je sais que j'ai réussi à convaincre pas mal de gens, rien qu'en pouvant visualiser cette chose-là, en disant mais tu sais, tu travailles ton corps, ton foie, tout ça, et tu peux pas t'imaginer tout le travail qu'il fait quand tu t'es vraiment bourré la gueule et que tu t'es fait mal. Il passe la nuit à te filtrer, à travailler comme un fou. Ton cœur, il tape comme un malade pour éliminer, et puis tu recommences le lendemain, etc. Voilà les amis. Bon, bref, ça dérive dans tous les sens, mais c'est l'arborescence. Voilà, si vous avez un peu d'intérêt pour ça, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez faire des liens avec d'autres sites, vous pouvez travailler pour la mécanique universelle. Si vous avez des compétences pour faire évoluer le site, pour lui donner plus de visibilité, vous êtes les bienvenus, vous m'envoyez un petit message. Des compétences en philosophie, si vous voulez qu'on fasse des sortes d'interviews, je ne sais pas comment on peut faire, je suis partant. Et puis vous pouvez aller visiter surtout le site Mécanique Universelle où je développe tout ça, cette théorie depuis 25 ans maintenant. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.